témoignages, interviews et moments de vie, c'est avec Robin et toute son équipe, dans Point. Bonjour à tous, bienvenue sur Happiness, il est 20h. On se retrouve pour votre émission hebdomadaire Point, toujours en compagnie de Gabriel. Bonsoir. Ça va Gabriel ? Ça va. On est aussi avec PO qui est enfin là régulièrement. Avec plaisir, bonsoir. Ça y est, il est là. Enfin, tu nous as manqué PO pendant ce début de saison. Je m'en excuse. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, émission particulière parce qu'on reçoit Marilou. Comment tu vas Marilou ? Ça va et vous ? Ça va super. Ça va. Marilou, donc tu as 23 ans, tu es danseuse professionnelle et prof de danse. C'est ça. C'est bien ça ? Ouais. Tu as commencé très jeune la danse, tu as exploré plein de styles différents et aujourd'hui tu vis de ta passion. Donc on va parler de tout ça avec toi aujourd'hui, ton parcours, ta rigueur, ton plaisir de danser et ce que ça t'apporte au quotidien. Totalement. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, nous parler de toi directement, te présenter pour les auditeurs ? Ouais, alors du coup je m'appelle Marilou. J'ai commencé la danse à 3 ans par le classique, comme tout le monde pratiquement dans la danse. Puis en fait la dictature dans la danse classique ça m'a pas plu, donc j'ai vite changé d'univers. J'ai testé plein de trucs, le hip-hop, le break, vraiment plein de styles. Et à 9 ans, j'ai testé, comme Danser avec les stars, les danses de salon. Mm-hmm. Et en fait, j'ai commencé à danser avec un partenaire. Et ça m'a vite pris comme vraiment une révélation. Et en fait, j'ai fait ça pendant 10 ans en compétition à haut niveau international. Et du coup, voilà. Après, j'ai vite arrêté parce que c'est un sport qui coûte cher et il faut être à 2. Donc, si t'as pas de danseur, tu peux pas danser. C'est quoi des danses de salon ? Danse de salon, c'est tout ce qui va être, du coup, danser à 2. Généralement, danse de salon, en fait, c'est un peu les danses de vieux, entre guillemets. Okay. C'est l'été dansant, tout ça. Ouais. Ça a été modernisé par la danse sportive qui a été amenée en compétition, en fait. Mais du coup, c'est la valse, le tango, le quick step, le slow fox, la vasinoise. Et les danses latines, c'est samba, cha-cha, rumba, paso et jive. Ok. Donc en fait, ça a été modernisé par tout ce qui est danse avec les stars. Mais en compétition, on fait pas tout ce qui est porté, voilà. Mais c'est le même principe. C'est des danses à 2. C'est des danses à 2, c'est ça. C'est énorme. Tu vois, tu me dis danse de salon, en fait, je me dis, il y a déjà tellement de catégories, et là, tu me redis encore des catégories dans la danse de salon. Moi, danse de salon, je pensais à la valse un petit peu, mais tout le reste, tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais, danse de salon, c'est plus tout ce que les grands-parents ils dansaient avant, en fait. Ok, ouais, donc vraiment t'es dansant. Ça se fait encore un peu dans des établissements un peu aussi. Ouais, totalement. J'ai vu ça, je sais plus où. J'avais vu des gens qui faisaient de la valse, je me suis dit, bon, la valse, ça va pas bouger de ouf, et en fait, si, ça renvoie quand même. Hein. C'est cardio un peu. Il y a de la technique. C'est hyper cardio. Ah. C'est en fait, derrière, on a carrément des coachs sportifs et tout pour. Ouais. Et en fait, il faut tenir, en compétition en tout cas, il faut tenir 5 minutes pour chaque catégorie, standard et latine. Sur, 5 minutes, c'est vraiment global, mais 1 minute 30 par danse. On est jugé sur les 5 danses d'affilée, donc il y a pas de repos. Ah oui, donc t'as même pas juste une danse en particulier. Ah non, c'est-à-dire que moi j'étais spécialisée dans les 10 danses, donc c'est vraiment 2 catégories différentes, standard et latine. Ouais. Mais quand par exemple tu passais en danse latine, tu faisais samba, cha-cha, rumba, paso et jive d'affilée. T'étais jugé sur les 5 danses d'un coup. Ah, fallait pas se tromper, hein. Fallait pas se tromper, il fallait avoir du cardio, et puis si tu te loupes sur une danse, essaie de te rattraper sur une autre, tu vois. Mais c'était cardio. Et dans une même catégorie, est-ce qu'on a des trucs qui se retrouvent dans les mouvements et tout ça ? Ou c'est vraiment, on passe du tout au tout entre la samba ou... Je pense que chaque danse a son... Le cha-cha. Cha-cha par exemple. Chaque danse a son caractère en fait, parce que nous c'est un peu comme si on faisait une histoire. Par exemple en danse latine, on va dire que la samba c'est la fête. Le en fait c'est comme une histoire d'amour puisqu'on danse par couple. Et du coup on essaie de se raconter une histoire, du moins on va dire la samba c'est la rencontre, c'est la fête, etc. Le cha-cha c'est plus ou moins tu flirtes avec la personne. La rumba c'est vraiment la danse de l'amour. Donc c'est là où t'éprouves quelque chose, c'est vraiment une danse sensuelle. Le paso c'est un peu quand tu te disputes avec ton couple, donc c'est vraiment une danse de caractère. Et le jive on va dire que c'est plus réconciliation. Donc il y a des choses ou des pas qui vont se ressembler dans certaines danses, par exemple le cha-cha et la rumba on peut recevoir des pas plutôt similaires, mais c'est quand même chacun a son caractère. Chacune des danses a son caractère. C'est une pièce de théâtre en fait. C'est totalement ça. C'est ça. C'est totalement ça. Trop stylé. Ouais. On va revenir un peu sur tout ça, sur les aspects un peu plus techniques juste après. On va d'abord parler de ton parcours. Donc tu as commencé donc à 3 ans, très jeune.
Ça vient de toi, la danse? C'est un truc que t'as senti directement quand t'étais toute petite ou c'est tes parents qui t'ont mis là-dedans? Est-ce que... Bah, pour l'anecdote, en fait, j'étais dans la rue avec ma mère en train de me balader et j'ai encore ce souvenir de passer devant une vitrine où je vois des filles en tutu. Et donc, Ok. je me suis arrêtée du genre, waouh, émerveillée et tout. Et donc, ma mère s'arrête. Puis, je dis à ma mère, je veux faire ça. Et donc, ma mère rentre dans l'école de danse, savoir si c'était possible de m'inscrire. Et la dame lui dit, bah non, c'est pas possible, puisqu'elle a 3 ans et vous commencez normalement la danse à partir de 5 ans, plus ou moins, quand tu connais la gauche et la droite et que t'es assez autonome pour comprendre les choses. Et en fait, ma mère a négocié, j'ai réussi à rentrer dans l'école. À 3 ans. À 3 ans. J'étais la plus jeune de ma classe, ouais. Et du coup, bah, j'ai eu moi aussi mon petit tutu, mais pas très longtemps, parce que bah, du coup, la rigueur de la danse classique m'a pas plu. Ah, ok. Même Mais à 3 ans, t'étais... voilà, à 3 ans, j'ai dit à ma mère, par contre, je veux faire de la danse. Et je ferai de la danse toute ma vie. Est-ce que tu te souviens de ce que t'as ressenti les premières fois où t'as dansé, quand t'as commencé à rentrer dans ton premier cours, quand t'as commencé à... Peut-être que déjà tu dansais déjà peut-être un petit peu avant, parce que je sais quand on est bébé, quand on est jeune, ouais. on réagit aussi beaucoup à la musique. Bah, Et, je sais que j'ai toujours aimé danser, même quand ma mère a des vidéos où quand j'étais toute petite, je dansais sur des musiques et tout. Enfin voilà, on peut pas appeler ça de la danse, mais je bougeais quoi. Et mais de là à dire, je me souviens de mes premiers cours, je pourrais pas dire, j'avais 3 ans. Mais je sais que ça m'a toujours procuré une sensation. En fait, c'est comme un alter ego quand tu danses. Et en fait, moi étant très timide dans la vie de tous les jours, dans la danse, je l'étais pas du tout. C'était vraiment comme si je me libérais. Donc c'est vraiment ce côté-là où quand je dansais, c'était ce moment où je pouvais être moi-même et même exprimer des choses que je n'osais peut-être pas exprimer oralement. Voilà. Ok. Et tu disais du coup qu'à tes 9 ans, tu as eu cette période vraiment où tu t'es rendu compte que la danse classique, c'était pas pour toi, que tu n'étais plus du tout là-dedans. Qu'est-ce qui a créé ce déclic? Est-ce que c'est le fait de découvrir justement d'autres danses et un autre univers plus large que juste la danse classique, ou c'est vraiment j'arrête la danse classique, bon, je peux pas lâcher la danse, qu'est-ce qui existe, comment je peux continuer tout ça? C'était vraiment... En fait, je suis curieuse. J'aime bien apprendre. Et donc, du coup, c'est vrai que tester plusieurs styles de danse, ça m'a toujours animée. De me dire, bon, bah, ok, je sais faire ça, mais je veux voir aussi autre chose. Parce que je voulais pas rester dans un confort de me dire, je sais faire ça, donc je vais rester dans ça. Et en fait, la danse de salon, c'est vrai que je sortais de mon confort parce que toutes les danses que j'avais testées avant, c'était quand même des danses que tu dansais en groupe, mais principalement seul. Tu touchais pas quelqu'un physiquement. Et en fait, là, je me suis dit, ok, danse à deux, bon, bah, je vais essayer. J'étais avec une copine, en plus... à 9 ans, elle m'avait amenée à son cours de danse. Et en fait, le fait de danser avec un garçon, au premier abord, ça m'a freinée parce que quand t'as 9 ans, le contact avec un garçon, il est un peu spécial. Et en fait, je me suis dit, bah ok, sors de ta zone de confort et essaye. Ouais. Et en fait, là, c'est vraiment, ça m'a plu. C'était coup de cœur. Ouais, carrément. Et du coup, tous ces autres styles de danse, justement, comment tu les découvres? C'est des gens qui t'en parlent? C'est toi qui les vois? Tu t'y intéresses, toi par le biais de justement, tu commences la danse classique, tu commences à regarder tout ce qui se fait un peu ailleurs. Est-ce que tu vois des cours peut-être à côté d'une autre danse qui te tente? Comment tu les découvres, tous ces styles? Ouais, je pense que c'était aussi le fait de voir d'autres cours. Par exemple, moi, j'allais à la danse classique, mais je voyais à côté, il y avait du modern jazz, du contemporain. Donc, ça a plus commencé comme ça. Après, c'était vraiment tout ce qui était les films de danse. Du genre Sexy Dance, tout ça. Je voyais des trucs de ouf et je me suis dit, moi aussi, je veux faire ça. Puis après, c'était pas spécialement mon domaine, mais c'était aussi tout ce qui était culture cinématographique et tout, où j'ai voulu tester. Et du coup, justement, Sexy Dance, Dirty Dancing, tout ça, tout ce qu'on voit un peu. Est-ce que tu trouves, toi qui as grandi justement avec tout ça, et qui, je pense, t'en as beaucoup consommé des films là-dessus, si t'as découvert tout ça un peu grâce à ça aussi, les autres styles, est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui est bien représenté dans les films, dans les trucs comme ça, maintenant que tu connais la vraie réalité de la danse professionnelle aujourd'hui? Oui, mais ça arrondit. Ouais, c'est dans le sens où, ça reste des films, donc il y a toujours une bonne fin, des fins heureuses, tout ça. Alors que la danse en elle-même, hormis être une passion, ça a quand même... chaque danseur dira que c'est quand même très dur, autant physiquement que mentalement, parce que ça demande une discipline, mais autant une force mentale que tout le monde ne peut pas avoir. Et au quotidien, si t'en fais par exemple 1 heure de danse par semaine et que c'est juste un loisir, ok. Quand tu pousses vraiment dans la passion et que t'en fais quotidiennement à des heures, je sais que je passais entre 15 et 20 heures par semaine dans la danse, c'est quand même énorme quand t'as un rythme scolaire à côté, quand il y a des charges aussi mentales que tes profs t'imposent. C'est un milieu quand même qui est assez rude parce que tu te compares tout le temps. Il y a plein de points hyper négatifs qui sont pas forcément représentés dans les films. Ok. Ouais, les 15-20 heures par semaine, forcément, moi, je m'imaginais pas qu'il y avait tout ça, tu vois. Ouais. Et avec... pardon. En étant toujours à côté à l'école. En étant scolarisé, ouais.
Oh, c'est une folie. Ouais, ouais. Mais comment c'est possible? Genre, j'arrive pas à comprendre. Bah en fait, tous les 3-4 soirs, heures par jour. Hein. ouais, tous les soirs, j'allais à l'entraînement. J'avais aucune vie sociale en dehors de la danse. C'est-à-dire Wow. que du lundi au dimanche, j'étais à la danse, en dehors de l'école. Mais ça te dérangeait pas, du coup, parce que t'aimais ça? Ça me dérangeait pas, c'était ma vie, mais c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, bon bah, c'est vrai que un enfant, quand même, il a besoin aussi de voir ses copains à l'extérieur, d'avoir une vie normale, d'aller au cinéma, de choses que moi, des fois, je me privais de faire pour pouvoir être meilleure à la danse ou d'aller à mes entraînements. Et Ouais, mais c'était un choix. c'était un choix, personnel. Ok. Ouais. Et que tu regrettes? Je regrette pas. Ah oui, ok, Non, non, bon, non. bah, c'est bien. C'est le principal. Ouais, parce que forcément, tu le disais, 15-20 heures par semaine, c'est pas une adolescence classique. Mais à quel moment, ces 15-20 heures, je pense qu'elles viennent pas de nulle part, c'est que ça a commencé à devenir sérieux à un moment. Ouais. Après, quand t'as commencé à justement te mettre vraiment là-dedans, même si c'est quelque chose qui est ancien chez toi, du coup, depuis tes 3 ans, mais quand est-ce que ça devient vraiment sérieux, ou, je sais pas, est-ce que t'as eu un repérage d'une personne qui t'a dit, ok, il faut qu'on creuse quelque chose? Est-ce que c'est toi qui a mis de l'acharnement vraiment là-dessus pour vraiment, par passion, réussir là-dedans? Bah en fait, du coup, à 9 ans, quand j'ai découvert la danse de salon, c'est vrai que c'était un loisir. Je faisais ça 1 heure par semaine, comme un enfant classique qui fait son sport, quoi. Et en fait, j'ai continué et quelqu'un m'a parlé de faire des compétitions. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi pas. Au début, ma première compétition, c'était vraiment un loisir, histoire juste de tenter mon niveau, voilà, un kiff. Et en fait, je m'y suis pris dedans, un peu dans le piège de la compétition, c'est-à-dire que j'ai voulu donner toujours le meilleur de moi-même. Donc, Ouais. j'ai fait 1 compétition, 2 compétitions. Bah forcément, quand tu fais la compétition, tu vas être meilleur que les autres, donc faut t'entraîner plus. Et en fait, c'est devenu un peu, voilà, entraînant et en même temps engrainant, dans le sens où je suis passée de 1 heure à 2 heures par semaine, à 3 heures, à 4 heures. Et oui, en effet, c'est quelqu'un qui m'a dit, bon bah écoute, enfin mon professeur à l'époque m'a dit, écoute, j'ai plus les épaules pour t'entraîner à la compétition, il faut que tu changes de club. Et en fait, je crois que j'avais à peu près 10 ans à l'époque, et j'ai changé de club dans un club meilleur, qui m'a poussé à la compétition vraiment à haut niveau. Donc en fait, voilà, petit à petit, j'ai fait mes échelons et j'ai passé des niveaux et jusqu'à être international. Quoi. C'est une folie. Pour resituer un peu, c'est vers quel âge que tu fais ta première compétition nationale? National, j'avais 10 ans. 10 ans, donc ça Ouais. arrive très tôt aussi. Ouais, ouais. Et international, c'est un peu plus tard, c'est... ou Oh, c'est pas si tard que ça? pas si tard que ça, parce qu'on m'a quand même mis dans le bain assez tôt, mais peut-être que je vais avoir 11 ans et demi. À peu près, vraiment 1 an et demi, plus ou moins après avoir commencé la compétition. Ok, est-ce que tu te mets une pression différente, justement, quand tu commences à vivre les vraies premières compétitions parce que je pense que national et international, ça fait peur quand on t'en parle, qu'on te dit, Ouais, ok, c'est totalement. les championnats de France, d'Europe, ça peut être, je sais pas comment ça se passe après au niveau des classifications, mais quelle pression tu te mets là-dessus? Tu en mets une, ou est-ce que t'as quand même cette aisance une fois que t'es dedans Non, je suis quand même de base, je suis quelqu'un de très stressé. Ok. Donc là, ça m'a mis un stress en plus, mais un bon stress parce que ça m'a poussé au meilleur de moi-même, forcément. Mais du coup, ça demandait encore plus de rigueur et même mentalement à me forger et me dire, si tu perds ou si jamais il t'arrive quelque chose, une blessure ou quoi, ne sois pas déçu en fait. Ne sois pas dur avec toi-même. Et c'est vrai que un enfant de 11 ans qui a cette conscience-là, c'est quand même pas normal. Un enfant ne va pas forcément peser le pour et le contre d'une compétition. Forcément, on va être déçu si on n'est pas premier. Et en fait, on m'a vite remis les pieds sur terre en disant, bon écoute, c'est une compétition, ça reste quand même un loisir. Il n'y a pas d'argent en jeu, il n'y a pas ta vie en jeu, voilà. Mais c'était quand même un stress en plus de se dire, bon bah là, tu fais quand même les championnats de France. T'as 11 ans, tu représentes quand même ton club. Il y a ta famille qui te supporte, qui forcément. te déplace. C'est vrai qu'en plus, je faisais des compétitions soit à Paris, soit dans le sud. Donc, il y a quand même un coût aussi derrière financier, ou même que mes parents me suivaient partout. Donc, j'avais pas envie de les décevoir, mais donc oui, c'était quand même un Ouais, stress. c'est sûr, forcément. Et à quel moment tu te dis que ce sera ton métier? Honnêtement, très tôt. Très C'est-à-dire tôt que, ouais, je pense que vers à peu près 5-6 ans, il y a toujours quelqu'un qui dit, tu sais ce que tu veux faire plus tard? Bah, j'ai dit danseuse. Tu savais? Ouais, j'ai Ouais. dit danseuse et tout le monde lui disait oui, bon bah ça changera avec le temps, voilà, tu vas être médecin. Rien du tout. J'ai toujours dit C'est danseuse. toujours resté. Ouais. Et il y a un truc qui t'a marqué particulièrement, justement, dans ces premières compétitions? Est-ce que un souvenir où tu t'es dit, ok, il se passe quelque chose, ou même peut-être négativement? Est-ce qu'il y a des petites erreurs que tu as fait, où t'étais trop exigeante avec toi-même Ouais. des souvenirs qui t'ont marqué, quoi? Ouais, bah en fait exigeante avec moi-même. C'est première compétition, mon pauvre danseur à l'époque, je lui ai planté mes griffes
Ah oui. Parce que j'étais stressée, mais j'étais tellement exigeante en fait que je voulais pas perdre. Du coup, je voulais être au meilleur de nous-mêmes. Et en fait, on dansait avec donc un cadre, et c'est-à-dire que moi j'avais ma main posée sur son épaule. Et en fait, pour pas qu'il baisse le bras, parce que ça nous enlevait des points, je lui plantais mes griffes. Ah oui, Pour d'accord. lui dire en gros, bon là ton bras il descend, donc remonte-le. Et c'est vrai que c'est là où je me suis dit, bon ok, faut quand même que tu te calmes. Mais je sais aussi que si tu prends cette énergie-là dans le bon sens, tu peux aller loin. En fait. Ouais, c'est ça, ça montre aussi ta rigueur, en fait, C'est ton ça, exigence. ouais. C'est que même là, tu te dis, ok, même pour mon partenaire, je suis à fond, quoi. Je Carrément. suis à fond dans le truc. Très perfectionniste. Trop, Ouais, je trop pense. même, Ouais. ouais. Après, je pense que c'est un défaut que tous les danseurs ont, parce que si tu l'es pas, en fait, bah Oui, finalement, tu vas pas au bout des choses. Quoi. Oui, oui, oui. Je vois ce que Mais c'est aussi un défaut. Et dans du coup toute cette partie de danse de salon, donc c'est une danse à deux. Mhm. Toutes les danses, enfin les 10 danses, c'est ça? Ouais. Les 10 danses sont des danses à deux. J'imagine que l'évaluation se faisait aussi sur l'osmose, on va dire entre les deux danseurs, le fait de travailler ensemble. Comment ça a pu impacter toi ton évolution? Parce que c'est à la fois très personnel de faire des compétitions, et là du coup ça rentre dans un cadre où tu dépends en grande partie aussi de la personne avec qui tu danses. Ouais, bah en fait, c'est comme un couple dans la vie, c'est Ouais. 50-50. Et c'est vrai que bah, dans ce salon, même si même si ton danseur n'est pas forcément ton conjoint dans la vie de tous les jours, c'est vraiment une équipe en fait. Ouais. Et c'est-à-dire que si lui il fait une bêtise, bah c'est 50-50. C'est pas parce qu'il a fait la bêtise que c'est de sa faute. Et en fait, enfin, comment dire, oui, il y a une osmose et on est jugé sur ça, mais on est jugé aussi sur tout ce qui va être Enfin, il y a plein d'autres choses sur lesquelles Ouais. on juge. C'est-à-dire qu'on va être jugé sur la tenue, sur le physique, sur le cardio, sur l'aspect que tu vas dégager. Mais c'est vrai que tout ce qui va être entente dans le couple est hyper important. Ok, je vais passer sur une question. Je sais que Gabriel elle va encore se foutre de ma gueule. La fameuse question tirée par les cheveux, un peu, voilà. On me connaît, c'est bon. Ouais. Personne m'engueule, Oui, s'il vous plaît. Vas-y, On vas-y. verra. J'ai une question que je me pose. Comment tu te vois quand tu danses? Comment tu sais, par exemple... Il cherche. Un peu. Non, mais... Ah, laissez-moi faire. Vas-y. En gros, dans l'idée, le jury te voit d'un œil extérieur pour te juger. Est-ce que toi, c'est une question de feeling quand tu danses, ou est-ce que toi, comme si tu te faisais une projection de toi-même en train de danser quand tu danses? Comment tu juges tes mouvements? Est-ce que tu te dis celui-là, parce que je sais que c'est préparé, etc. Mais est-ce que pour cette rigueur-là, comment ça se passe, tu vois? En gros, comment je le pense quand je suis en train de danser? Ouais, voilà. Comment tu te vois en fait? Comment tu analyses ce que t'es en train de faire? Bah honnêtement, je pense... Enfin, quand je suis en train de danser, je réfléchis pas spécialement à comment j'ai mis mon bras et tout. Je le fais C'est vraiment mécanique. naturellement. Ouais, parce qu'en fait, justement, ça sert à ça les entraînements, c'est que Ouais. quand tu t'entraînes, bah en fait, tu le fais 100 fois, bah en fait, au bout d'un moment, c'est devenu instinctif. naturel, c'est instinctif totalement. Ouais, c'est ça, c'est du par cœur Voilà. en Donc pendant que je danse, je vais pas me dire mon bras faut qu'il soit à 90 degrés, tu vois. fait. Ok. Mais c'est vrai que pendant que je danse, je pense toujours à ce que les gens vont penser. Donc en fait, si je croise un regard, je vais me dire comment il me voit lui. Ok. Est-ce que je suis en train de sourire? Est-ce que j'ai pas un cheveu qui dépasse? Est-ce que j'ai pas ma robe qui est coincée? Ou c'est vraiment, Ouais, voilà, ok. c'est vraiment dans l'aspect le mental, détail, dans le ouais. détail. Ouais. Et y a jamais d'impro? Bah du coup si, parce que on est plusieurs sur la piste à danser en même temps. On n'est pas tout seul et donc. Vous passez pas un par un? Non, Ok. non, on passe tous en même temps et en fait c'est vrai que bah si quelqu'un est devant toi ou quoi, faut bien que t'improvises un moment ou soit que tu t'écartes ou quoi. Donc je vais pas dire qu'il y a pas d'impro total, mais ça va pas être une chorégraphie en impro total. Ouais. Mais il y a des mouvements qui peuvent être improvisés parce qu'il y a quelqu'un devant toi ou une fois je suis déjà tombée par terre, voilà, bah Ça fallait arrive, que tu te je pense, ouais. fallait que tu te relèves, bah j'ai improvisé un pas et Et ça fait partie de ta hop. chorégraphie quand tu tombes en fait. Plus- Dans l'idée. Ouais, dans l'idée, Dans l'impro, voilà. quoi. C'est ça. Ça veut dire, ouais, en gros, ta chorégraphie, elle est par cœur, mais tu t'adaptes à ta scène et Exactement. aux Ouais, événements. faut savoir s'adapter. Quoi. Ok, c'est ça. Vous pensez quoi du coup de ma question? J'ai vu vos regards. Non. Intriguant au début. Intriguant, mais en au vrai, début. ça va. Ça passe? c'est pas mal. Faut me dire, hein, faut me couper sinon. Non, jamais. Ça va? non, Ok, non. ça marche. Marilou, Et, ça va? Pardon, Oui, vas-y. oui, ça va. Ok. Nickel. Pardon. Tu parlais tout à l'heure de Danse avec les stars pour nous donner un peu une idée. Est-ce que, au travers soit des compétitions, soit d'autres événements, tu t'es déjà retrouvé à faire des plateaux, à faire, on va dire, de la représentation envers du public, plus que uniquement, là, comme tu dis, dans une salle où il y a tous les danseurs et le jury qui a une table, entre guillemets. Est-ce que ça arrivait aussi d'avoir des fois une disposition plus spectaculaire dans que ce soit les compétitions ou même dans d'autres événements? Oui, actuellement, je suis déjà appelée pour faire, par exemple, des spectacles.
Il y a des associations qui m'appellent pour faire la fin de leur spectacle, leur gala, par exemple. S'ils ont un thème en particulier, je sais pas, le Brésil, ils vont m'appeler pour une représentation, donc c'est vraiment scénique. Pour le coup, c'est en dehors du cadre de la compétition. Ouais. Après, je fais en danse de salon, non, j'ai pas fait spécialement de grandes scènes. Parce que du coup, c'est vrai que c'est quand même un milieu assez fermé et c'est un sport qui est pas spécialement hyper réputé. Hormis Danse avec les stars où voilà, on a un peu la référence, mais c'est pas encore vraiment démocratisé comme la danse classique où il n'y a pas de spectacle créé autour de ça. Ok. Dommage. Ouais. Pas encore. Pas encore, peut-être. On peut créer quelque chose. Hein. Ouais. Tu nous parles du Brésil, t'as un certain rapport avec la danse brésilienne. Ouais, j'ai eu une formation brésilienne en sortant de mon école de danse. Et je suis rentrée dans une compagnie en fait à 18-19 ans après mes études et j'ai découvert la danse de la samba brésilienne et ça m'a ouvert des portes incroyables, c'est d'aller au Brésil pour danser au Carnaval de Rio. Wow. Donc vraiment un rêve. C'est un vrai flex. Hein. Ouais. Oh ouais. Un rêve que j'aurais même pas imaginé, c'était même pas sur ma liste. Enfin, j'y pensais pas du tout. Et honnêtement, la samba brésilienne, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, on se dit, elles sont à moitié nues. Enfin voilà, c'est un peu. Et en fait, moi qui suis très très timide, j'avais ce rapport-là avec mon corps qui était un peu compliqué de me dire, bah t'es pas très habillée, voilà. Et en fait, quand j'ai appris, j'ai vu que c'était totalement autre chose qu'un costume. C'était une culture, c'était vraiment le pays en lui-même qui danse la samba, en fait. Et en allant au Brésil, je me suis rendu compte que même les gens qui ne sont pas concernés, les parents, les grands-parents, les footballeurs et tout, en fait, parlent du carnaval comme si c'était la Coupe du Monde, quoi. Ouais. C'est vraiment c'est un truc une institution. Ouais, c'est totalement, c'est une culture et c'est ce qui a rendu la chose magique, en fait, de se dire tout le pays est consacré au carnaval en période de carnaval en fait. C'est rediffusé sur les télévisions, les trucs comme ça, c'est vraiment un gros truc. Ouais. Tout le monde est devant sa télé, dans les rues, en train de regarder, tout le monde parle parce que c'est un concours le carnaval, donc c'est des concours d'école en fait. Et donc tout le monde parle dans les rues pendant un mois, quelle école va gagner, des gens misent sur les écoles. Il y a des paris, Ouais, enfin c'est vraiment, tout le monde est concerné par le carnaval. Et c'est, hormis la danse, c'est quand même un spectacle juste incroyable parce que y a des musiciens, il y a des chars, il y a des costumes. Donc il y a pratiquement tout le pays, non, mais il y a une grande partie qui paye aussi pour voir ça, qui est vraiment concernée, qui fait les costumes, les chars, tout ça, tout est fait main. Ouais. Et donc en fait, c'est vraiment juste incroyable. En plus, c'est réputé à l'international. Oui, tout le monde connaît. Tu connais le carnaval de Rio. C'est pour ça, c'est un truc de malade. Ça, ouais. Et t'y retournerais? T'as envie d'y retourner? Oui, c'est dans mes projets. Okay. Après, c'est vrai que c'est un budget aussi. Parce que du coup, moi, je suis invitée à danser en tant que danseuse, mais tu payes ton costume, tu payes ton voyage, donc c'est quand même un financement. Ouais. Après, oui, si je peux, là, février prochain, j'y suis. C'est combien de temps? Le carnaval, c'est 2 jours. Ok. Mais il y a une préparation avant. Et en fait, on va dire que la préparation, c'est 1 mois, à peu près. Et donc, toi, tu vas en tant que danseuse ou tu vas avec une certaine compagnie? Tu connais les gens avec qui tu vas danser déjà ou c'est vraiment... La première fois quand j'y suis allée, c'était avec une compagnie. Okay. Donc, j'étais avec plusieurs filles. Mais là, j'aimerais y aller en mode solo. Maintenant que je connais un peu... Parce qu'on peut y aller aussi en mode solo. Oui. On n'est pas obligé de faire partie d'un... Non. Après, il faut que tu intègres une école. Du coup, il faut que... Qui est directement au Brésil. C'est pas une école qui vient de France ou... Non, en fait, en France, ça va être des compagnies ou des écoles qui vont permettre d'intégrer une école là-bas, avec des contacts, etc. Mais faut quand même que t'aies un peu des contacts. Si tu y vas comme ça et que tu connais vraiment personne, c'est un peu plus compliqué de pouvoir y danser. Ok. Et du coup, ton intérêt pour la samba brésilienne, il arrive un peu pareil que les autres? C'est toi qui t'y intéresse ou c'est quelqu'un qui vient te chercher et te présenter un peu ça? C'était vraiment du hasard en fait parce que je m'y intéressais pas spécialement. Ouais. Et en fait, c'est quand, après mes études, j'ai intégré une compagnie professionnelle pour devenir danseuse professionnelle. Et en fait, cette compagnie-là faisait plusieurs styles de danse, et dont la samba. Et en fait, elle m'a formée et je pense qu'elle a vu mon potentiel et qu'elle a dit faut que tu ailles plus loin, faut que tu cherches plus loin. Et elle m'a ouvert les portes du Brésil. Et il y a combien de temps entre le début d'apprentissage de la samba brésilienne et le carnaval de Rio? 9 mois. D'accord, ok. Ouais, excuse-nous. C'est super court. Ouais. En fait, c'était dès que je suis rentrée dedans, elle a omis l'idée de pouvoir aller au Brésil.
moi, ça m'a pas spécialement traversé l'esprit parce que je dansais pas à la base la samba, donc je me suis dit je vais pas aller faire quelque chose où c'est pas mon domaine, je vais pas me vanter de pouvoir faire quelque chose. Et en fait, quand j'ai vu que c'était pas spécialement compliqué et que ça me plaisait, j'ai commencé à m'intéresser, à me dire bon ok, peut-être que je peux y aller. Et en fait, ça s'est fait hyper rapidement et j'ai pris les billets comme ça sur un coup de tête. Je me suis dit ok, on y va et let's go quoi. Ouais, après. T'as qu'une vie, non? C'est ça. Et puis c'est ça. Et je regrette pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Puis après, c'est une sacrée expérience, quoi. Dans tous les cas, c'est stylé. Hein, même si t'avais fait de la merde, c'est stylé. Et tu parlais là pour l'exemple du carnaval de Rio, donc des costumes que toi-même tu dois fournir. Est-ce que du coup sur d'autres, que ce soit même les compètes où il y avait la tenue dont tu parlais, t'as été en contact avec des créateurs ou des choses comme ça pour créer tout ça, ou c'était la plupart du temps fourni? Et entre guillemets dans un magasin de costumes t'allais prendre ce que tu voulais, ou t'avais vraiment de la création, des travails de création on va dire parallèles à la danse pure et dure? En fait, dans chacune de mes expériences dans la danse, c'est un peu différent parce que par exemple quand tu travailles dans une compagnie, c'est eux qui fournissent les costumes. En revanche, quand c'est de la compétition, c'est toi qui payes ton costume et t'as pas spécialement il y a pas quelqu'un qui va te dire il faut que t'aies cette robe là. Moi j'avais un suivi avec mon coach qui validait mes robes pour me dire là ça ferait bien, là ça ferait pas bien. Mais je choisissais ma robe. Par contre oui, du coup je les faisais faire sur mesure. Ça a un coût. Bien sûr, mais c'est à l'époque c'était mes parents qui payaient. Après quand je me suis rendu compte de la valeur de l'argent, j'ai commencé à ralentir un peu. Mais tu changes de robe en compétition par exemple 1 à 2 fois par an et un prix moyen c'est entre 500 et 1000 euros la robe. Ah oui. Ok. Voilà. Donc c'est un beau budget à changer. Et c'est des robes dédiées à chaque danse, ou tu peux avoir une robe qui te permet de faire les 10 danses, on va dire? Non. Ouais, en fait, comme je t'ai dit, il y a 2 catégories, donc les standards et les latines. Et en fait, pour les danses latines, pour les 5 danses, ça sera la même robe. Et pour les danses standards, ça sera une robe en particulier qui est plus longue. Ça fait vraiment, danse standard, ça fait vraiment robe de valse, robe de bal. Alors que danse latine, elles sont plus courtes, plus légères. Et ça fait vraiment plus pays latino, quoi. Ouais. Ok. C'est un sacré budget. Totalement. Ouais, je pense. C'est plus cher que le cheval, je pense. Ok. Oh bah oui. Enfin, j'imagine. Ouais, les coûts à longueur, ouais. Mais c'est ouf, le renouvellement quasiment obligatoire. Enfin, le fait de toujours renouveler un outil que tu utilises tout le temps, en fait. Mais parce qu'elles sont usées? Ah non, elles peuvent être pratiquement neuves. En fait, c'est juste recréer une image. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment physiquement, il faut quand même... Totalement, ouais. La danse, c'est là où je disais qu'il y a beaucoup de points négatifs, c'est que t'es jugé aussi sur un physique ou sur un style, en fait. Tu peux avoir un style et le juge va te dire, elle a un vrai style, ok, elle me tape à l'œil. Et elle va même pas être jugée sur la danse. Ah oui, on peut être jugé même physiquement. Ah oui. Oh, ouais. Et il est là le problème de il y a pas de rapport, en fait. C'est terrible. Ouais. Mais du coup, le fait de changer de robe, c'est vraiment le côté, refaire une image de soi. C'est-à-dire que, imaginons, je sais pas, au championnat de France, t'as été pourri. Ouais. Et en fait, il faut que tu recrées ton image avec un nouveau style, une nouvelle robe. Et aussi, on t'associe, nous, en tant que danseuse, on est associé à notre robe. C'est-à-dire qu'on va pas se dire, je connais Marie-Lou. On va dire, cette robe-là, je la connais. Ah ouais? Ouais. En fait, au plus on va voir ta robe, au plus on va te connaître toi, mais non pas par la personne, mais par la robe. Même entre les danseuses, vous êtes comme ça? Non, après on se connaît un peu, on parle entre nous, mais c'est vrai qu'en termes de public, même les juges, ils nous connaissent pas spécialement personnellement, mais ils vont se dire, ok, cette robe-là, je l'ai vue telle là. Maintenant, soit je la connais, je l'aime bien, soit je l'aime pas, et du coup, ça peut être positif comme négatif. Exactement. Okay. On peut créer des amitiés dans la danse ou pas? Non, parce que quand c'est en compétition, je suis désolée. Mais ça m'a. Oui, en vrai, oui, moi j'ai de très bons souvenirs avec des amis qui sont encore d'actualité des amis. Mais il y a quand même ce côté où sur piste t'es rival, quoi. Mais quand même, c'est ça. Sur la piste, en fait, peu importe qu'on soit amis, c'est chacun pour soi. En dehors, après, il y a quand même de la bienveillance. J'ai jamais eu vraiment de coups bas en compétition. Même à haut niveau, il n'y a pas de ça. C'est quand même une bonne mentalité. Après, des fois, sur la piste, un coup de main qui part dans l'œil ou un coup de pied, c'est arrivé. Hein. Voilà. Mais j'ai pas eu de coups bas spécialement. Ok. Ouais, parce que vu qu'il y a beaucoup de femmes, je me suis dit compétition. Ouais, mais ça va parce qu'il y a des hommes, du coup, ça régule un peu, tu vois, la mentalité aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Mais j'ai pas eu de trucs comme dans les films où on vient me couper la robe ou quoi, non. C'est exactement ça ma question. Je vais juste pas paraître pour la chelou du coin. C'est quoi être danseuse professionnelle, en gros? À quel moment tu deviens pro? C'est quoi
tu crées ton organisme, tu crées ta boîte. Comment tu prends le statut professionnel? Est-ce que c'est à partir des premières compétitions? Est-ce que tu commences à avoir un revenu justement par une compagnie? Comment ça se passe pour vraiment devenir professionnel? Bah aujourd'hui, en fait, en vrai, le mot professionnel, pour moi, il a plus rien à voir parce que des gens sur TikTok peuvent dire je suis danseuse professionnelle juste parce que tu fais des TikTok sur la danse. Moi, pour moi, le vraiment statut professionnel, c'est quand t'en fais ton métier, que tu es rémunéré pour ta danse. Après, moi, par exemple, j'ai eu une expérience, c'est-à-dire que j'ai fait mes études dans la danse, donc j'ai eu un diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de diplôme, qui arrivent dans une compagnie, ils sont danseurs. Voilà, c'est à toi et ta chance. Moi, c'est vrai que j'ai préféré avoir des études pour avoir un suivi quand même au cas où si je me blesse, que je puisse faire autre chose dans ma vie que danser. Je peux au moins donner des cours. Je pouvais aussi me réorienter parce que du coup, j'avais des cours de tout ce qui était kinésiothérapie et tout. Ah oui. Donc, je pouvais au cas où me réorienter. Mais pour moi, le statut professionnel, c'est quand tu gagnes ton gagne-pain grâce à ta passion. Donc, en l'occurrence, là, la danse, j'en ai fait mon métier et grâce à ça, aujourd'hui, j'en vis. Ok. Donc là, t'es rémunéré avec tes prestations. Exactement. Avec, t'as une entreprise du coup à toi, oui, j'ai une micro-entreprise, quelque chose. Ouais, j'ai une micro-entreprise. Du coup, je donne des cours avec et je présente des shows à la demande, soit événementiels, ça peut être dans un mariage, pour des hôpitaux, des événements de ville, mairie, etc. Ou alors pour des spectacles vraiment plus formés, comme je disais tout à l'heure, une association qui m'appelle pour la fin de son gala fin d'année annuel, où ils veulent vraiment une prestation plus professionnelle pour faire juste plaisir aux élèves, ou alors voilà pour des théâtres, un peu de tout. Okay. Quoi. Tu peux aller n'importe où tant qu'ils ont... Tu peux danser partout en fait. Oui, totalement, pour n'importe quel événement et c'est ça. Quelle opportunité n'importe. Parce que oui, du coup tu danses, mais tu nous as dit aussi que tu enseignais la danse. Oui, ouais. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de transmettre tout ça? C'est un peu le chat qui se mord la queue. Ouais. Parce que en fait, du coup, là où j'ai pris moi des cours, mon coach m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de donner des cours à ton niveau pour des enfants? Donc j'ai commencé avec les enfants du même club, là où j'ai appris. Ok. Et en fait, depuis, je les ai pas lâchés. Et c'est là aussi où je me suis formée avec lui, parce que c'est vrai que j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et je me sentais pas capable de gérer un groupe, de pouvoir expliquer, de faire, parce que du coup je donne des cours en danse de salon, donc faire l'homme et la femme. Ah oui. C'était hyper compliqué et beaucoup de charge mentale, et en fait je me suis pris au jeu et j'ai vraiment aimé faire ça. Et après du coup on m'a contacté pour donner des cours pour les ouvertures de bal, pour des associations, pour des écoles de danse ou tout autre événement en fait. Donc t'as commencé à donner des cours à 18 ans? Ouais. Et t'as des retours des enfants, justement? Est-ce que t'as réussi à leur retransmettre un peu cette passion? Qu'est-ce que t'essaies de leur faire ressentir, toi, quand tu leur apprends ça? Je veux surtout pas qu'ils prennent le même parcours que moi, dans le sens où je veux pas qu'ils soient hyper durs avec eux. Parce que aujourd'hui, j'ai des élèves, j'ai des ados entre 10 ans et 18 ans. Et en fait, c'est vrai qu'on vit dans un monde où tout le monde est hyper dur avec soi-même. Et maintenant, je le vois avec les enfants, même si... ils sont quand même très contents de venir au cours. J'ai une élève qui fait de la compétition, donc je la suis en compétition comme moi on faisait avant avec moi. Et en fait, à chaque fois qu'elle fait quelque chose de mal, elle est hyper dure avec elle-même. Et je me vois en elle en fait. Et je lui explique que c'est pas ça la danse, et qu'il faut garder cette passion et pas se mettre trop de pression parce qu'en fait au fur et à mesure elle va éteindre cette passion en fait. Ah oui. Mais toi tu l'as pas éteinte? Je l'ai pas éteinte, mais par moments j'ai voulu baisser les bras. Ah. Ouais, il n'y a pas eu toujours que des hauts. Que des hauts, il y a eu beaucoup de bas, mais après, c'est une force mentale qu'il faut avoir. Ouais, bah après. T'arrives à trouver un... Pardon, vas-y. Non, mais... Vas-y. T'arrives à trouver un bon équilibre entre ta carrière de danseuse et l'enseignement, justement, à côté? Comment ça se passe, sachant que t'as été surchargée un petit peu dans ton adolescence, etc. Je pense qu'aujourd'hui, t'as aussi beaucoup de travail. C'est de l'organisation. Ouais. Beaucoup d'organisation. Après, comme c'est ma passion, il faut aussi que je me fixe des limites. Il y a une période où je me fixais pas du tout de limites, c'est-à-dire que je travaillais du lundi au dimanche, sans compter mes heures. Je pouvais ne pas dormir des fois pendant 2 jours et continuer et être à base de Red Bull, voilà. Ouais. Et me déplacer partout dans la France. Classique. Belle hygiène de vie. Ouais, c'était pas terrible. Mais maintenant, avec du recul et plus de maturité, c'est vrai que je me dis, il y a un temps pour tout. Et il faut aussi savoir des fois dire non. Donc des fois, je dis non à des représentations pour pouvoir privilégier mes enfants ou des cours que je donne. Et après, à contrario, c'est vrai que je prends aussi l'organisation... Enfin, j'essaye de faire les choses bien pour que tout le monde ait sa place, en fait.
Donc voilà, j'essaye plus ou moins de pas être surchargée. J'essaye aussi de m'accorder des moments à moi, de plus travailler 7 jours sur 7, même si c'est encore un peu compliqué. Ouais. C'est le temps de trouver un équilibre. C'est ça. Et puis quand tu vis de ta passion, tu te dis, bon bah en fait comme t'aimes ce que tu fais, tu te lèves en te disant, c'est ok. Tu vois, t'es pas démoralisé en te levant le matin. C'est Limite, je suis contente de me lever pour aller faire ce que j'aime. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu fais des cours que de danse de salon? Principalement, ouais. Je me suis bloquée sur ça parce que c'est vraiment ce qui m'anime. En fait, c'est ce que je préfère. Mhm. Mais j'ai un diplôme qui me permet de donner des cours de modern jazz. J'avais fait avant, mais j'ai arrêté. C'est ok. Voilà. Et après, c'est à la demande aussi, c'est que je donne des cours de samba. Et pour des entreprises, par exemple, ils me demandent des cours de salsa régulièrement. Ok. Et tu peux donner des cours, par exemple, à un mariage, les mariés veulent faire une petite... Les ouvertures de bal. Ouais, exactement. Ouais, totalement. J'en Ok. ai beaucoup. Il y a 2 ans, j'ai fait 200 mariages dans l'année. Oh. Ouais, c'est énorme parce que du coup, il y a eu l'après-Covid, donc tout le monde s'est marié en même temps. Et en fait, j'ai eu énormément d'appels et à ce moment-là, j'étais surchargée pour le coup et j'ai eu beaucoup de couples qui m'ont appelée et Surtout qu'en plus, c'est la plupart du temps, on va dire, c'est plutôt l'été. principalement l'été, ouais. Mais après, il y en a qui sont plus ou moins soit dernière minute et qui s'y prennent, ils me disent on se marie dans un mois, tu peux me faire une choré? Oui, c'est possible, mais faut être motivé. Après, il y en a qui s'y prennent beaucoup à l'avance et qui, voilà, ils disent bon, voilà, on se marie l'année prochaine, on prend 1 an, donc on espace les cours plus ou moins, mais et après il y a la motivation aussi qui va avec. Ah, mais 1 mois, c'est possible d'apprendre une... Faut qu'ils soient motivés. Mais oui, c'est possible. Tout est possible. Ok. Et comment tu crées une choré? Comment ça se compose une choré? Est-ce qu'il y a des catégories aussi de temps? Tu dois avoir des chorés de 3 minutes, des chorés de plus longues, plus ou moins longues. Comment ça se classe? Bah, par exemple, pour les mariages, nous, on préconise 3 minutes max. Parce qu'après, les gens se font chier. Voilà. Ouais. Puis c'est long. Mais du coup, on va dire qu'on se base, oui, sur une moyenne de 3 minutes. Et le premier truc à avoir, c'est la musique. Tu choisis la musique. Après, tu choisis le style de danse. Et moi, quand je la crée, c'est plus mon imagination. Et je me mets à la place du client où je me dis, est-ce que ça, c'est compliqué à comprendre? Est-ce que ça, c'est compliqué à faire pour quelqu'un qui n'a jamais dansé au préalable? Mais sinon, tout est faisable. En vrai. Quand tu sais marcher, tu sais danser. Et par rapport à, on va dire, sur le thème des ouvertures de bal, c'est quoi, on va dire, les anecdotes les plus challengeantes? Je pense par exemple un couple qui va dire nous on est ultra fan de techno super vénère, donc on veut à tout prix ça pour notre ouverture de bal avec une choré. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des cas comme ça où on sort soit des musiques que tu connais ou même des classiques de rock, jazz, des styles dansants? Dans les musiques, non, ça m'est jamais arrivé parce que je m'adapte en vrai à tout. Ouais. Tout est faisable. Après, ce qui est vraiment gênant, justement dans les mariages, ça va être la robe. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a demandé une danse hyper dynamique, etc. Et avant, quand j'ai débuté, je demandais pas spécialement la robe en photo directement. Je demandais un peu plus quand on se connaissait. Et en fait, la dame avait une robe immense, mais vraiment gigantesque, genre vraiment meringue avec une longue traîne. Et je me suis dit, comment lui, il va faire pour pouvoir danser avec elle? Parce que du coup, ça met une distance entre les deux et la choré était pas du tout adaptée à la robe en fait. Ouais. Donc après, du coup, j'ai appris de mes erreurs, je demande maintenant directement la robe. Mais voilà, petite anecdote, c'est qu'il y a une dame qui a voulu faire une choré de fou avec une robe juste impossible. Mais du coup, comment c'est fini? Ils ont réussi. Ah ouais. Du coup, au dernier moment, quand j'ai vu la robe, au dernier moment, j'ai changé 2-3 trucs. Je leur ai dit là, ça va pas être possible. Par exemple, on avait mis un porté. Je lui ai dit mais là, il va jamais pouvoir porter avec la robe. En fait, il va jamais trouver le corps. Et donc du coup, voilà, au dernier moment, j'ai dit bon tu vas faire un tour et tu vas juste la pencher. Ouais. Voilà. Faut avoir de l'imagination un petit peu quand même. Ouais, surtout en dernier moment comme ça. Mais faut beaucoup d'imagination pour créer. C'est pas donné à tout le monde. Parce qu'on dit toujours qu'un bon danseur ne fait pas forcément un bon prof, et inversement, un bon prof ne fait pas forcément un bon danseur. Ah, ok. Ouais. C'est pas parce que t'es danseur que t'es forcément pédagogue ou t'as une bonne imagination pour créer. Moi, mais pour enseigner, il faut quand même être bon, non? Faut connaître tu peux être bon en danse et, par exemple, ne pas savoir l'expliquer, ou ne pas savoir te mettre à la place de l'autre, ou tout simplement, tu n'as pas d'imagination pour créer une chorégraphie, parce qu'en fait, quand on est danseur, on est juste robot. Hein. On nous dit de faire ça, on le fait, c'est tout. Après, voilà, il faut de l'imagination pour pouvoir créer, imaginer, se mettre à la place des gens, etc. Ok. Est-ce que tu as déjà créé un mouvement? Tu vois, tu parlais, il y a le porté,
on va dire la valse, il y a le truc classique où on tient comme ça, on fait 1, 2, 3 avec les pieds. Est-ce que t'as déjà créé un mouvement vraiment où tu dis ça existe nulle part? Tu fais pire question, Robin. Non, alors tu sais quoi, j'avais envie de poser cette question, donc va te faire foutre. Cette question-là, j'ai fait le lien tout à l'heure, je me suis dit, tu vois, dans la musique, pareil, ouais, c'est dur maintenant de créer quelque chose. Bah ouais. Tout est fait en fait. Bah en fait, je pense que tu crées constamment parce que tu fais des mouvements, oui, qui m'ont pas été forcément appris, mais je pense pas avoir créé quelque chose parce que je me dis, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait avant moi. Ouais. Si je le fais, pourquoi quelqu'un ne l'aurait pas fait? Après, il y a beaucoup d'impro. Je sais que quand j'étais en école de danse, on nous faisait beaucoup d'improvisation. Et c'est là où tu vois que le mouvement est différent à chacun. C'est-à-dire que si toi tu lèves le bras, moi je vais le lever d'une autre façon. Mais pourtant, on fait le même mouvement. Et en fait, on peut dire que oui, j'ai inventé un mouvement parce que je fais pas la même chose que toi, mais je pense que quelqu'un peut reproduire la même chose que moi. Ouais. Voilà. Donc d'un côté, oui, et de l'autre, non. Je pense que c'est toi qui l'adaptes en fonction du truc. Je pense que t'as des mouvements qui doivent se retrouver dans des styles qui sont complètement différents aussi. Totalement, ouais, c'est possible. Tu dois avoir des trucs. Mais quand tu disais la techno tout à l'heure, PO, tu fais quoi sur de la techno par exemple? Qu'est-ce que tu peux. C'est une bonne question. T'as vraiment déjà fait ça, un truc comme ça? Bah oui, parce que du coup, parfois j'ai des représentations où je connais pas la musique en avance. Et je suis obligée de faire de l'impro sur la musique. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que moi, c'est pas spécialement un style que je vais écouter dans la vie de tous les jours. Il y a des sons qui vont passer dans ma playlist, ok. Mais en constant, non. Ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller très vite. Bah, du coup, tu t'adaptes, soit tu fais un style de danse que tu connais, ou soit, du coup, tu fais de l'impro, t'inventes des pas. Ah ouais, puis en impro, tu dois être là. Merde, ça va super vite, tu te laisses aller. Et puis, ah ouais, putain. C'est quoi le style de danse le plus difficile pour toi? Dans ce que tu maîtrises, je pense, parce que techno, etc., je sais pas s'il y a vraiment un style de. Si, j'ai vu des styles, T'attrapes la barrière. Oui, je vois. En fait, c'est ça. J'y ai pensé ensuite. Que tu connais, que tu peux faire, que tu danses, que tu maîtrises, que tu enseignes, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je pense que je te dirais le tango argentin. Ok. C'est pas quelque chose que je pratique tout le temps, mais c'est quelque chose d'hyper technique en fait. Ok. Après, quand tu danses à deux, c'est quand même plus dur que tout seul, parce que du coup, t'es pas dépendante de ce que l'autre fait. Mais je pense qu'il n'y a pas de truc comme j'ai dit, quand tu sais marcher, tu sais danser, donc après, pour moi, il n'y a rien de ça va être vraiment très dur. Qu'est-ce qui est technique en gros? Est-ce que c'est du détail spécifique? Est-ce que c'est parce que c'est pas forcément tout le temps acrobatique comme on pourrait penser, quand c'est vraiment ils vont faire des portées de ouf, ils vont faire des pirouettes ou j'en sais rien. Là, ça peut être vraiment de la technique ou arrête de me faire des yeux comme ça, dès que je pose une question ça m'énerve. Tu sais, ça va être vraiment sur du détail en fait. La technique, c'est comment? La technique, c'est vraiment que du détail, et vraiment c'est une sorte de répétition. C'est la technique, tu peux pas te dire ok, j'ai compris, donc c'est bon, je l'ai. Il faut vraiment que tu la pratiques, et c'est là où je disais l'entraînement, en fait, il faut que tu le fasses 1000 fois avant de vraiment l'intégrer, et c'est là où on sait si t'as une bonne technique ou pas, et s'il y a de l'entraînement derrière. Et du coup, pour en revenir, c'est que le tango argentin, c'est quelque chose où il y a énormément de technique au niveau des pieds. Il y a une façon de poser le pied qui est totalement différente des autres danses, c'est-à-dire que tu vas poser le talon, c'est hyper féminin, il y a beaucoup de passes hyper compliquées en fait, et moi je trouve ça hyper beau, mais ça me semble très dur. C'était dur pour toi de l'apprendre? Oui, en fait c'est un peu comme tout, c'est-à-dire qu'au début tu fais des gros yeux, tu dis waouh c'est trop dur, et en fait quand on te le détaille tu dis finalement c'est pas si dur que ça. Mais c'est quand même, comme je disais, c'est quand même une danse, l'une des plus techniques que j'ai apprises. Et quand tu dis qu'on sait marcher, on sait danser, c'est-à-dire que tout le monde peut danser? C'est-à-dire que Gabrielle sait danser? C'est-à-dire que elle sait danser. Donc dans un mois. Vous savez tous danser. Ah ouais, mais dans un mois, carnaval de Rio. Pas. Alors. C'est clair. En fait, oui, tout le monde sait danser parce que vous avez que deux pieds, pied droit, pied gauche, et c'est un pied après l'autre. Donc comme quand tu marches. Oui, mais t'as des manières, tu vas derrière, tu vas devant. Ça s'apprend, et en fait, tout le monde peut danser à partir du moment où tu sais mettre un pied devant l'autre, quoi. C'est juste, faut que tu prennes des cours parce que tu peux pas l'apprendre tout seul, forcément, c'est pas inné. Tu ne sais pas danser, par exemple, le cha-cha, juste comme ça, en naissant, voilà. Il y a des tutos sur YouTube, je pense que je peux apprendre. Voilà, mais en regardant des tutos, ou en prenant des cours, ou juste, en regardant des vidéos, c'est totalement faisable. Après, c'est juste qu'il y a une coordination à avoir, mais tout s'apprend. Ouais, voilà, t'as une notion du rythme et tout ça, t'as une souplesse aussi à avoir, je pense, qui se travaille.
Bah pas forcément. Ça se travaille, forcément la souplesse, mais par exemple, pour en revenir aux ouvertures de bal, généralement quand on m'appelle, il y a toujours des gens qui me disent on est vraiment très nuls, on ne sait pas danser, Ouais. mon mari sait pas aligner deux pieds, et en fait généralement c'est même les mecs qui dansent mieux que la fille, Ok. parce que ils se prennent moins la tête en fait. Parce que c'est hyper simple. À partir du moment où tu sais marcher, tu sais utiliser ton pied droit, ton pied gauche, tu connais ta droite et ta gauche, tu peux faire quelque chose de bien. On essaiera. Ouais, ce que j'allais dire, je serais curieuse d'essayer un jour. Prochain Totalement. vlog de vie. Vlog de vie de Gabriel. Ouais, c'est top, On viendra en immersion avec Marie-Lou pour que Un Gabriel petit apprenne. cours. Ça serait très marrant de faire ça en tout cas. Mais Robin et PO aussi, hein, parce que j'y vais pas toute seule. Ah, on fait une danse. On peut faire des danses à 3? Ça existe? C'est danse de groupe, mais oui, ça Une existe. danse de groupe? Ouais, ouais. Ok. Genre Ouais, du enfin, oui, hip-hop et tout, genre. Oui, ouais. Ou du breakdance. Break aussi, ouais. Tu fais du breakdance? Tu veux pas J'en ai commencer fait. par des trucs plus accessibles peut-être Bah, avant de breakdance. commencer à tourner par terre. Bah, justement, c'est quoi la danse la plus accessible selon toi, justement? Euh, Il y en a pas. la danse de boîte de nuit. C'est quoi? Il y a une danse de boîte de nuit? C'est une Non, je discipline. rigole. Ah ouais, ça fait juste- Ah, sinon, elle est à fond, ça. elle Là, arrive. non, mais là, on était deux à y aller. Hein. Non, en vrai, je sais pas, il n'y a pas de plus simple ou plus dur. Toi, tu vas pas en boîte. Non, il n'y a pas de plus simple ou de plus dur parce que bah, chaque danse a sa discipline, plus ou moins. Ouais, Donc, je pourrais pas dire la plus simple. J'en ai pas en ok. tête. Il y a pas de. Faut travailler, quoi, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. C'est comme Ouais. si je te dis quelle matière à l'école est plus simple. Bah, en fait, ça dépend Ça dépend des gens. de chacun. Ok. Et il n'y en a pas une plus simple que d'autres. Il y a des cours Des tours. théoriques. Oui, totalement. Après, Ah ouais pas si tu payes ton cours à l'année en loisir, non. Ouais. Mais quand j'ai fait mes études de danse, j'ai eu des cours théoriques du coup de musique, de l'art de la danse et de tout ce qui va être sur le corps humain en fait, tout ce qui va être physique, SVT et tout. Ah oui, vous voyez quand même un sacré panel quand même. de Ah choses. oui, oui, bah c'est là où je disais que du coup tout le monde maintenant tout le monde dit je suis danseur parce que voilà, je sais danser. Mais non, en fait, parce qu'il y a quand même un parcours derrière à Ah ouais. avoir. Et pour le coup, bah, du coup, quand tu fais des études de danse, tu vois beaucoup de choses. Et tu peux pas, par exemple, quand t'enseignes, tu peux pas enseigner quelque chose à un adulte comme à un enfant. Ok. C'est, même pour le corps, en fait, comme c'est deux corps totalement différents, il y en a un qui est en train de grandir, l'autre qui est déjà grand. Mhm. Tu peux pas les enseigner de la même façon et tu peux pas faire à l'un comme à l'autre la même chose. Ok. Donc il y a des danses qu'on peut pas faire quand on est petit. Si tu peux, mais il y a des mouvements que tu peux pas faire. Ok. Par exemple, tout ce qui va être grand écart, tu peux le faire à un enfant parce qu'il est plus souple. Ok. À quelqu'un qui a 60 ans, bah, ça va être un peu plus compliqué. Oui. tu Ouais, vois. même juste moi, déjà, non. Je peux pas faire de grand écart pour l'instant. On peut faire le. Enfin, par exemple, Robin, il pourrait savoir faire le grand écart ou pas. Il faut de l'entraînement. Mais c'est pas de la impossible. souplesse. C'est pas impossible, Oh. mais c'est quelque chose qui se Je peux travaille. encore, là? Ouais. Là, Attends, tu non, l'as pas mais eu. on va t'entraîner. Oui, non, enfin, oui. Mais je suis pas trop vieux encore. Ouais, Tout va j'espère bien. pas. Normalement, ça va. Normalement. On n'est pas sûr non plus. Ouais, je suis pas certaine. Est-ce que t'as des gens qui étaient tes idoles dans la danse, des trucs comme ça? Si aujourd'hui tu pouvais danser avec quelqu'un, ce serait qui, vivant ou mort? Des grandes personnes de la danse, des grands noms? Est-ce qu'il y a des gens avec qui t'aimerais vraiment? Tu peux dire non, hein, s'il y en a Non, pas spécialement. En vrai, non. Pas spécialement? Il y a Non. pas des gens que tu suivais, même quand t'étais plus jeune, tout ça? Ou que Si, tu... mais en grandissant, c'est plus spécialement mon goal, quoi. Ok, je vois. Ok. Eh ben, justement, en parlant de ça, Ah. c'est quoi tes goals? C'est-à-dire que, bah, il y a eu le carnaval de Rio que t'as fait, qui était, comme tu dis, pas forcément sur ton ta liste, mais c'est, je pense, un accomplissement aussi Ouais. en tant que danseur, encore plus quand on fait de la danse latine et tout ça. Mm. C'est quoi maintenant les prochains objectifs que t'aimerais atteindre, les lieux où t'aimerais aller pour danser, ou les compagnies, enfin, c'est quoi la suite? Bah, en fait, quand je suis revenue du Brésil, c'est vraiment la question que je me suis posée. Parce que j'avais atteint vraiment un niveau de rêve où je me suis dit, bah, ok, maintenant je fais quoi en fait? Mm. Et j'ai eu un peu une sorte de dépression de voyage. C'est-à-dire que quand je suis rentrée en France, je me suis dit, bah, maintenant que t'as fait ça, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire de mieux en fait? Et j'ai cherché, et en fait, ça a vraiment été une remise en question. Et je me suis dit, ok, t'es faite pour quoi? Qu'est-ce que tu sais faire de bien? Et du coup, je me suis dit, ta passion, c'est vraiment tout ce qui est domaine de l'Amérique latine. J'adore les danses latines, la salsa et tout. Et donc, mon rêve, déjà, depuis petite, c'est d'aller à Cuba. Mais là, j'aimerais danser à Cuba, avec les habitants, parce qu'en fait, c'est des vrais danseurs, pour le Ouais. coup, de salsa, ça vient de là-bas. Et donc, du coup, j'aimerais aller à Cuba et danser la salsa. Après, j'ai plein d'autres rêves, devenir une star à la limite, tu Ouais. vois, mais accessible, en tout cas, ce genre de rêve. Ok. Et voyager pour la danse. Trop bien. Ok. On s'approche de la fin de l'émission. Je vais te poser une dernière petite question avant ça.
qu'est-ce que tu pourrais dire si des jeunes gens écoutent l'émission et qui, même des jeunes ou pas d'ailleurs, qui veulent peut-être se mettre à la danse, qui n'ont pas encore d'expérience avec ça, qui connaissent pas, qu'est-ce que tu leur dirais là pour se lancer? Du coup, ne pas avoir peur de l'inconnu. Parce que je sais que ça peut toujours faire peur, comme je dis, il y a toujours quelqu'un qui dit ouais je sais pas danser donc je vais pas danser. Et il y a toujours des gens en soirée aussi qui n'osent pas danser parce qu'ils ne savent pas. Ouais. Et en fait il faut, parce que c'est en se mettant des barrières que on va jamais apprendre. Et justement faut s'ouvrir à ça, il faut jamais se juger soi-même. Justement si tu vas dans un cours, tu verras que tout le monde a le même niveau que toi, que t'es pas seul dans la galère en fait. Et il faut jamais baisser les bras, même si ça peut parfois être dur, et que ce soit dans ce domaine de la danse ou dans autre chose. C'est vrai qu'on m'a souvent mis, par exemple, des bâtons dans les roues, on n'a jamais forcément cru en moi. Et c'est en ayant cette force-là de se dire tout est possible que t'arrives à tes fins, en fait. Ok. Donc voilà le conseil que j'aurais donné à quelqu'un. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part? Est-ce qu'on peut te suivre quelque part sur des réseaux sociaux? Oui, sur Instagram, Marilou, avec 3 U à la fin. Y, Marilou Y. Marilou avec un C'est Y, ça. c'est ça. Je dis au cas où. On peut te retrouver peut-être aussi, tu donnes des cours pour des gens si des gens veulent s'inscrire, ou est-ce que... Oui, je donne des cours, alors du coup à me contacter directement parce que je suis en train de monter mon site web pour mon entreprise. Ok. Mais je donne des cours pour tout ce qui est association ou alors privé, pour ouverture de bal, ou même des gens qui veulent juste apprendre à danser chez eux parce qu'ils n'ont pas envie de se déplacer en cours. Et après, même pour les représentations, je peux me déplacer pour un enterrement de vie de jeune fille, un enterrement de garçon, un mariage et tout autre événement. Trop bien, on suivra ça avec plaisir. Oui. Merci Marilou. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Gabi, merci Pio aussi. Merci. Encore une fois, comme toujours, d'être ici. Merci à toi Robin. Merci à toi Robin. J'attendais qu'on me... Merci. C'est vraiment le allez-y. boss Robin. Tes questions le meilleur. Tes questions sont trop bien Robin. Mais on fait quoi sans toi? C'était ironique la question. Non, j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés. En tout cas, on retrouve la semaine prochaine pour la prochaine émission, comme tous les lundis à 20h. C'était Point sur Happiness. Très bonne soirée à tous. Bonne soirée. À la prochaine. Ciao.